Merci à tous d'être avec nous. On est vraiment heureux d'avoir toutes ces belles séquences pendant les conférences. On a eu les balances musicales. On est désolé pour ceux qui n'avaient pas prévu d'être baignés de bruit, mais elles s'interrompent au bon moment pour nous laisser avoir cet échange, un échange important sur la question de l'accueil des réfugiés dans la façon de faire la ville, comment l'architecture et l'urbanisme peuvent participer de manière éclairante et accueillante à ce devoir de solidarité et de fraternité. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des crispations importantes sur ce sujet-là et elles ne sont pas que d'ordre politique, sociologique, elles sont aussi d'ordre parfois technique, d'ordre urbanistique. On a la chance d'avoir avec nous des experts, des architectes, des présidents d'associations qui œuvrent à cet accueil, des activistes qui opèrent des ouvertures de squats pour accueillir les réfugiés ou des sans-abri, tout simplement. Finalement, est-il important de faire la différence entre ceux qui ont le plus besoin d'aide? On a donc Paul Roland qui est architecte à 2PM ici même à Bordeaux, qui va nous parler de son rôle auprès d'Emmaüs Gironde, avec Pascal Lafargue, son président, qui mène depuis déjà bien longtemps j'ai pas dit très, j'ai dit bien, cette mission d'accueil. Cyril Hanna de Air Architecture qui a également monté une association Actécité qui a œuvré dans plusieurs lieux d'accueil, la Jungle de Calais, Grande-Sainte et d'autres encore, qui va nous témoigner de son expérience d'expert, mais finalement au cœur de cités autoconstruites qui n'avaient pas d'experts a priori au départ, et justement cette confrontation des mondes est intéressante. Et puis Alex Mafoudi qui nous donnera son éclairage d'activiste squatteur, parfois zadiste, qui nous donnera peut-être aussi une autre lecture de ce qu'on nous donne à voir du squat ou de la ZAD. Alors Cyril, justement, moi j'aimerais bien que tu puisses partager avec nous notamment cette expérience que tu as vécue dans la Jungle de Calais. La Jungle de Calais, on nous l'a peut-être pas toujours, mais très souvent présenté dans les médias comme un cloaque, comme le pire du pire en France. Et il n'est pas question peut-être de dire que tout allait bien et qu'il faudrait que tout se passe tout le temps comme ça. Mais tu me disais précédemment qu'on n'a très certainement pas suffisamment mis en avant et travaillé autour de tout ce qu'avait de positif cette Jungle de Calais, et que finalement il y avait peut-être très certainement plus de convivialité, de vie, de fête même, d'esprit festif au sein de cette Jungle de Calais que dans le centre de Calais lui-même. On a aujourd'hui des politiques urbaines qui sont souvent pensées loin des gens. Dans la jungle finalement de Calais, c'était les gens eux-mêmes qui faisaient leur ville. Qu'est-ce que tu peux nous raconter de ce regard que tu as eu d'expert finalement, architecte à ce moment-là? Oui, la jungle de Calais, par exemple, une chose sur laquelle il faut dire assez vite, c'est que il n'y avait pas que des gens qui voulaient aller en Angleterre dans la jungle de Calais. Il y avait des tas de gens qui étaient là parce que c'était le moins mauvais endroit de France où être.
Et il y avait des demandeurs d'asile en France, des SDF, entre guillemets, français ou européens. Il y avait même des gens qui avaient le statut de réfugié déjà. Pourquoi? Parce que c'était un lieu de solidarité, c'était un lieu où on pouvait effectivement trouver des réseaux, trouver des gens qui avaient des problématiques similaires et où on pouvait échanger. Alors, il y a eu la jungle de Calais. Nous, en tant qu'architectes, en fait, le travail qu'on a fait, simplement, c'est que, effectivement, les médias la décrivaient comme un cloaque immonde. Le gouvernement disait qu'il fallait la détruire. Et en fait, nous, ce qu'on a fait, c'était la représenter, tout simplement. C'est-à-dire que, avec mes étudiants, on y a été, on a dessiné les lieux, et on a une technique un peu particulière de dessin, c'est-à-dire que pour nous, un bâtiment ne va pas sans la personne qui l'habite. Donc on faisait en même temps les portraits des gens qui avaient construit les maisons et des lieux de vie qui s'étaient construits. Donc c'était un ensemble. Et ce qui nous intriguait en plus, c'est que finalement, quelque part, ça ressemblait à des tas de choses que certains élus appellent de leur vœu. Hein. Je pense à Anne Hidalgo, par exemple, à Paris. Elle parle toujours d'investir les pieds d'immeubles, de créer de l'urbanité, de la civilité. Et ça, c'était des choses qui existaient dans la jungle de Calais. Autre sujet, le recyclage. C'est-à-dire qu'il y avait... c'était quelque part des bâtiments qui étaient, on va dire, à 80% recyclés et à 80% recyclables. Donc il y avait quelque chose comme ça qui nous intriguait. Et je voudrais rapprocher ça en même temps où on a fait un gros travail sur Calais et en même temps on a fait un gros travail à 40 km de là, dans la ville de Grande-Synthe, où là il y avait Damien Carême, hein, le maire que beaucoup connaissent, qui sera là dimanche d'ailleurs. Ouais, qui sera là dimanche après-midi. Qui était embêté, qui lui avait... Parce que autant à Calais, la jungle s'était construite contre l'État et contre les pouvoirs publics locaux, autant à Grande-Synthe, il y avait un maire qui voulait faire quelque chose et qui s'allie avec Médecins sans frontières pour dire on va construire un camp. Et nous, en fait, on a été très vite, ce qu'il y a, c'est que Médecins sans frontières, en fait, ce sont des médecins, comme leur nom l'indique, et ils ne savent pas construire des lieux de vie, donc ils commencent, on voit des premiers plans qui sortent et qui sont des espèces d'alignements de boîtes de sardines qui se construisent. Et en fait, assez vite, on a la chance d'être consultés, et on leur dit, mais faites attention, et attention, monsieur le maire, ce que vous êtes en train de construire, ça peut durer plus longtemps que vous croyez, et en tout cas, c'est pas un camp, il ne faut pas que vous le pensiez comme un camp, il faut que ça soit un quartier d'accueil de votre ville. Il faut que ça s'inscrive dans des logiques de long terme, il faut que ça s'inscrive dans des logiques économiques, dans des logiques sociales qui soient en lien avec la ville. Et donc, ce qui s'est passé malheureusement, c'est qu'après, il y a l'État qui est venu mettre ses doigts dedans et qui a réussi à complètement s'aborder le truc, et c'est fini par un incendie, en fait, par les habitants eux-mêmes. À partir de là, on s'est dit, on a réuni tout un groupe de chercheurs. Il y avait un anthropologue qui s'appelle Michel Agier, un géographe qui s'appelle Michel Lusseau, des photographes, des urbanistes. Et on s'est dit, c'est pas possible, là, ce qui s'est passé à Grande-Synthe, il y a eu des erreurs, ça n'a pas été bien pensé, et il faut qu'on se crée comme un corpus de pensée pour que si à nouveau un maire veut accueillir ou est confronté à cette question d'avoir des gens qui sont là dans des proportions que la ville n'arrive pas à absorber classiquement, il faut qu'il ait des outils architecturaux, urbains, sociologiques pour répondre à ça. Et donc on a créé un manuel là, qui va sortir d'ailleurs dans les prochains jours, qui s'appelle La ville accueillante, qui donne une série de stratégies qui permettent d'accueillir tout le monde dans la ville en utilisant des choses qui sont classiquement des non-pensées de la ville ou qui sont pensées comme des choses prévues à détruire, à
à éradiquer, etc. Et en disant simplement ces choses-là peuvent être reconnues positivement. Alors, ça peut être bien sûr le squat. Je veux dire, ici, quelque part, on est vraiment dans un lieu qui le démontre parfaitement. Ça peut être alors la jungle, il y en a qui l'appellent le bidonville. Et puis, c'est marrant, dans les dom-toms, ils ont un mot plus intéressant pour appeler ça. Ils appellent ça des quartiers spontanés. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose de très, très porteur là-dedans. Et d'ailleurs, actuellement, on travaille à Mayotte. Et il y a la ville de Mamoudzou, qui est la ville principale de Mayotte, s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas continuer à détruire les bidonvilles, que tout ça ne faisait que reproduire la misère et répéter la misère. Et là, on commence à travailler sur des micro-politiques urbaines, en travaillant sur les espaces publics, en travaillant sur l'autoconstruction encadrée, pour justement se dire qu'un bidonville, c'est un quartier spontané et c'est un quartier en devenir. Donc, on a identifié 6 scénarios comme ça. Il y a que quand on construit, il ne faut pas qu'on construise des camps, mais qu'on construise des quartiers d'accueil. Il y a aussi réfléchir sur le logement existant, ou parfois ce qu'on appelle build in my backyard, des stratégies où il y a des gens, des pavillons, par exemple des personnes âgées qui se retrouvent seules dans des pavillons et qui ont des grands jardins. On peut faire des choses. Voilà, il y a toute une série de stratégies qui sont actuellement des non-pensées et de l'architecture et de l'urbanisme, et qu'on espère transformer positivement, on va dire. Voilà. Merci. Mais alors, du coup, Alex, si je peux te demander d'intervenir à ce propos, parce qu'on n'a pas toujours la chance d'avoir une localité, une administration qui est favorable à ce que explique Cyril, c'est-à-dire à transformer un petit peu la façon de voir la ville accueillante pour les plus démunis, pour les réfugiés ou pour les sans-abri. Du coup, comment vous, qui ouvrez des maisons, comme tu le dis souvent, des appartements, des squats, comment vous appréhendez cette relation à une collectivité qui n'est pas en mesure d'avoir cette démarche-là, et comment vous essayez de gérer la difficulté d'ouvrir de manière un petit peu parfois abrupte des squats. Pourquoi tu penses que c'est important de mener ces actions-là? Est-ce que tu peux nous donner, en réaction justement à des propositions assez progressistes que fait Cyril, comment tu te positionnes et comment le mouvement du squat, qui rejoint par moments le mouvement de la ZAD, pourquoi pour toi c'est quelque chose qui est important, et comment il doit se constituer? Oui, ça marche. Salut. Ouais, alors il y a beaucoup de choses, hein. Moi, je suis pas architecte. Les questions d'aménagement et d'architecture, pour moi, c'est surtout des questions de non-architecture, hein. J'ai pas seulement été squatter. Avant ça, j'ai aussi beaucoup vécu à la rue. Et pour un ensemble de raisons, et effectivement, le rapport du squat, moi, c'est quelque chose que je revendique. Je ne représente pas les squatteurs. On n'a pas le droit de dire ça dans le milieu squat. Donc, que ça soit clairement dit, je ne représente pas les squatteurs. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà, alors je connais bien Calais, je connais pas Grande-Synthe ou à peine, j'y suis passé. J'ai passé un mois avec les No Borders à Calais. Je sais pas si vous connaissez, j'ai l'impression que c'est très fort. Je sais pas si vous connaissez les No Borders, mais c'est un mouvement qui est aussi connexe avec la ZAD. Pareil, tout le monde connaît pas la ZAD, j'expliquerai ça en 2 lignes. Est-ce que c'est trop fort dans la salle ou pas? Un peu trop fort. Si la régie peut baisser un tout petit peu le son, merci. Voilà. Et du coup, je voudrais d'abord dire qu'effectivement, Calais, mon souvenir, c'est que c'est... alors, je ne sais pas de quelle phase de Calais tu parles, parce qu'il y en a eu plusieurs. Moi, j'ai vécu Calais dans la jungle, après la fermeture de la Croix-Rouge du Grand Centre, qui était vers Cap-Blanc-Nez, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et en tout cas, c'était sur le plan de l'accès culturel. En fait, j'ai voyagé dans 60 pays. Je suis un peu nomade, j'ai cette passion de l'errance que j'ai menée assez loin, et moins loin que Jean-Louis Etienne, qui était là tout à l'heure. Mais...
Et donc voilà, je veux dire que c'est effectivement, on peut avoir un rapport de peur à l'immigration, etc. Il faut aussi voir que c'est des trésors d'humanité et que vous pouviez aller boire un café, un chai dans un café typique d'Afghanistan. Les mecs se débrouillaient pour avoir des produits importés, vous savez pas d'où, mais on aurait vraiment cru qu'on était en Afghanistan, avec des bâches, des sacs qui se démerdaient pour faire un abri convenable. Et puis vous pouviez aller dans une église érythréenne à 50 mètres, et voilà, et rencontrer des gens passionnants qui vivaient dans des conditions extrêmement dures. Et donc pour te répondre quant au rapport avec les autorités, effectivement, moi j'essaye de travailler là-dessus. Effectivement, il y a un rapport d'agressivité. Donc bien souvent, pour ce qui est des SDF français, enfin pour ma part, il y a eu du harcèlement scolaire, il y a eu des difficultés financières dans ma famille, un ensemble de raisons qui font qu'on se retrouve à un moment plus pouvoir faire l'effort de sociabiliser, d'aller au travail, de dire bonjour, on n'a plus envie de la compétition. Moi je résume un peu ça au refus de la compétition. Mais du coup, effectivement, et il s'y greffe un sentiment d'hostilité qui est celui qu'on est dans la rue. Donc encore une fois, pour parler un peu d'architecture, quand on voit les autres dans leur voiture, les autres dans leur maison, les villes sont extrêmement agressives et si on n'a pas un endroit dans lequel se replier et fermer une porte pour être en paix à un moment, eh ben, la ville vous prend. Et la campagne, c'est pas forcément énormément mieux, parce que les gens vont vous voir aussi comme un errant, c'est bizarre, on vous ferme vite les portes, on appelle la police, etc. C'est des situations d'angoisse, et quand l'angoisse est permanente et qu'on n'a pas de repos, effectivement, c'est parasitant. Donc pour les migrants, c'est pas tout à fait pareil, mais quand même, ils n'ont pas ce rapport d'autorité, d'agressivité. Je dis pas que c'est les autorités qui nous agressent, c'est nous qui avons un sentiment d'abandon qui se transforme en une certaine hostilité. Donc ça favorise pas le dialogue. Après, moi, je pense qu'il devrait être fait beaucoup plus pour venir à notre portée. Et du coup, pour les migrants, c'est aussi un rapport d'abandon par rapport à la complexité des démarches, l'absence de compréhension, et puis aussi peut-être une dette qui est la nôtre par rapport à la façon dont ils nous ont accueillis quand on est débarqué chez eux et comment nous, on les accueille quand ils débarquent ici. Mais voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Ta question était très longue, il y avait beaucoup de champs. Et alors justement, sur les ouvertures de squat, tu en fais quand même quelques-unes. Elles peuvent se passer de manière très différente. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner un témoignage et comment vous choisissez tel ou tel bien immobilier vacant ou non à ouvrir et en quoi justement la notion d'architecture en ruine ou justement pas du tout en ruine, enfin tout ce rapport au bâtiment vide. Comment tu l'appréhendes et comment tu penses qu'il y a des droits sur une propriété privée finalement? Oui, alors bon, le droit, je ne l'invente pas, il existe. Hein. C'est les lois d'Hugui, je ne sais pas de quand ça date, mais c'était un député qui disait la spéculation sur du logement vacant est un crime et on doit ça aux personnes qui sont à la rue. Donc il a établi des lois qui sont claires. Au bout de 48 heures, dans un domicile qui est vacant, donc j'ai dit un domicile, c'est pas un domicile, dans un bâtiment qui est vacant et sur lequel il n'y a pas de projet à court terme, eh bien, il est établi que c'est votre domicile principal devant la loi. À partir de là, seulement un juge peut vous faire sortir. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas sortir. Si c'est une résidence secondaire, si c'est votre domicile principal, on n'a aucun droit dessus, on est expulsé immédiatement sans avoir le besoin de recours à un juge. Même si c'est une entreprise, même si voilà, même s'il y a un usage du lieu sur le moment où une occupation serait faite, ou s'il y a un projet démontrable d'utilisation du lieu à court terme, il ne peut pas, le droit de squat n'existe pas. C'est juste sur un bâtiment. Et il y en a beaucoup, puisque comme le disait Pascal tout à l'heure, il y a 30 000 bâtiments vacants pour la Cube. Donc voilà, la moitié d'entre eux environ, grosso modo, sont à peu près habitables en l'état avec un minimum de travail, de vérification sur l'électricité, un petit coup de peinture, un contrôle éventuellement d'amiante, c'est pas mal. Mais bon, enfin, quand on est à la rue, l'espérance de vie c'est 48 ans. Donc un peu d'amiante, vous préférez ça parce que c'est peut-être un cancer dans 20 ans que d'être dehors. Et ce que je veux dire aussi, c'est que alors moi je revendique pas, je suis pas. Effectivement, il y a quelque chose de culturel dans le squat qui est intéressant et que je pense vraiment que la démocratie doit intégrer. D'ailleurs, je remercie Darwin de m'accueillir ici pour parler parce que c'est pas souvent qu'il y a des SDF et des squatteurs qui prennent la parole dans des moments comme ça. Et voilà, je pense que c'est même si on est en désaccord ou en conflit avec la préfecture ou avec les autorités, c'est important qu'on puisse avoir un espace de débat. Je pense que c'est vraiment le principe de la démocratie. Et moi, le préfet, ça fait longtemps que je vous dis que je voudrais bien le rencontrer plutôt qu'il nous envoie les flics casser les maisons. Parce que aussi, ce qu'ils font, c'est ça, c'est qu'ils cassent des logements vacants. Moi aussi, mon rapport à l'architecture, c'est ça. C'est des maisons qui sont propres et qui sont détruites pour qu'on n'y retourne pas. Et ça, c'est insupportable quand il y a encore 3 ans avant le commencement
commencement du projet. Donc, ce que je voudrais, c'est qu'on construise ensemble des projets avec la préfecture, avec Emmaüs, avec les autorités, qu'on puisse demander aux propriétaires, qu'ils soient particuliers ou institutionnels, de nous mettre à disposition les bâtiments, qu'on les réhabilite et qu'on puisse loger des gens, faire du logement très social, parce que le logement social, ce n'est plus du logement social, c'est les préfets qui les louent, les HLM. Je pense que Pascal pourra nous parler de ça, les architectes connaissent très bien ces questions-là. Et voilà, donc je ne revendique pas le squat pour le squat, l'illégalité ou la situation précaire où on met les familles, mais enfin bon, pour présenter un bilan, on loge actuellement environ 100 personnes de manière durable depuis 6 mois ou 1 an, 1 millier de personnes en constant sur la même année les passages, entre 500 et 1000 personnes sur Bordeaux. En hébergement d'urgence, oui, sur la Gironde, métropole, quoi, sur la Cube, ouais. Et donc beaucoup d'enfants, des personnes qui ont l'eau, l'électricité, Internet, un avocat. Beaucoup d'entre elles n'ont pas de procès, c'est-à-dire qu'on est arrivé à un arrangement avec les propriétaires, où ils n'ont pas voulu porter plainte, enfin voilà. Donc la majorité des cas, pour les 15-16 squats dont je parle, il n'y a pas de poursuite. Il y a un des squats, on a eu 1 an et demi donné par le juge, c'est très rare, parce qu'il n'y avait pas de projet sur le truc et qu'il a dit ça dérange personne, gardez la maison. Donc le juge, c'est son pouvoir d'établir si c'est mieux de mettre 20 personnes à la rue pour ce squat-là, ou si c'est mieux de dire, en fait, il n'y a pas de dérangement, et donc on laisse les choses en l'état. On vous donne une protection, vous êtes chez vous pendant 1 an et demi. C'est ce qui a été établi pour cette maison qui s'appelle Tendougal. Et la loi Elan, elle change quelque chose ? Je ne veux pas remplir tout l'espace de parole avec le sujet du squat, que moi je trouve passionnant. De manière assez courte. Mais donc ouais, il y a une dimension juridique qui est importante. Moi, avant tout dont je veux parler, c'est donc la Constitution française, elle est construite autour du droit de propriété. On avait le choix entre 2 axes, l'associatif ou la propriété privée. Et pour de très bonnes raisons, on a choisi la propriété privée. Je ne le condamne pas parce qu'à l'époque, l'accession à la propriété pour des paysans extrêmement pauvres, c'était très signifiant. Sauf qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on arrive à basculer. On n'arrive pas à obtenir ce basculement pour une question d'accaparement du politique qui, comme sur les questions environnementales et bien d'autres sujets, ne nous entend plus. Là, on le sait bien, il n'y a plus d'audience, la démocratie n'est plus en pratique. Alors effectivement, comparé à d'autres pays, c'est beaucoup mieux. Mais on le sait tous, il y a une faillite démocratique actuelle. Elle pourra devenir encore plus grave. J'espère qu'on fera changer les choses. Donc la loi Elan, elle fait partie d'un arsenal et elle est terrible à bien des égards, mais il y a un paragraphe 48 ou 58, je ne sais pas, qui concerne les squatteurs et qui va criminaliser le squat. Et donc moi, pour moi concrètement, je suis squatteur et c'est vraiment un revolver qu'on met dans ma bouche, quoi. Je ne peux pas dire ça autrement. C'est 1 an de prison et 12 000 € d'amende sans mandat d'un juge. On vous expulse d'une maison et donc on détruit une culture qui est existante en France. Il y a un milieu squat, qui a une culture underground, qui est une culture qui refuse les projecteurs et qui existe et qui est héritière des persécutions de l'Allemagne nazie, parce qu'il ne faut pas oublier que les errants en France, ils étaient assassinés pendant l'Allemagne nazie, abattus avec les gitans, avec les juifs, avec les handicapés. Et c'est une persécution qui est plus ancienne que ça, parce que même les juifs sont un peu errants et c'est pour ça aussi qu'on les persécute. Mais enfin voilà, et c'est une problématique qui est internationale. Donc vous voyez, les champs sont compliqués. Je me suis un peu éloigné du sujet de l'architecture, je m'en excuse, mais voilà, je pense aussi aux gens qu'on reçoit qui sont des nomades, qui viennent du Sahara. Et donc c'est une problématique internationale, celle de l'errance, et il faut que les sédentaires deviennent nomades et que les nomades acceptent ce qu'il y a de meilleur chez les sédentaires, sans forcément le devenir. Mais en tout cas, il faut accueillir les cultures l'un de l'autre et il faut qu'on crée un espace de cohabitation qui n'existe pas aujourd'hui, pas plus en France pour les errants, puisqu'on pourchasse les gens en camion. On a fait des lois qui empêchent le renouvellement des contrôles techniques sur les gens qui habitent en camion. C'est une persécution, les cabanes, les yourtes. C'est criminaliser des pauvres, c'est très 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 grave ce qui se passe, surtout que cet acquis social qui est la loi du Gui, c'est un trésor de la loi à l'échelle internationale. Et voilà, bon, je m'arrête là. Merci. Du coup, Pascal, on voit bien que les choses ne sont pas simples. On le sait depuis longtemps, mais quand on entend Alex, ça nous prend vraiment, et les applaudissements en témoignent. Comment, quand on a une mission comme celle d'Emmaüs, qui depuis des décennies maintenant a décidé de relever ce défi d'essayer de diminuer cette misère pour les gens qui n'ont pas de toit, quand on a des populations qui viennent d'endroits du monde très différents, comme le disait Alex, avec pour certains une errance qui est un ADN, avec des cultures très différentes, avec des administrations qui n'ont pas toutes la même vision, la même mission déjà, avec des politiques qui n'ont pas la même
vision entre eux. On voit bien qu'il y a des brèches qui sont en train d'être ouvertes, pas forcément les bonnes brèches, pour un accueil plus fort. Comment on fait pour faire une ville plus accueillante, pour mener cette mission qui est celle d'Emmaüs, pour la continuer et l'amplifier? Quel est ton regard, ton témoignage d'abord, et ton regard sur l'évolution et l'avenir qui va devenir de plus en plus important, enfin le nombre de réfugiés qu'il va falloir accueillir va se démultiplier. Comment tu vois les choses? Bonjour à tous, ravi de vous voir aussi nombreux dans cette belle halle basse. Et j'essaie d'occuper un tout petit peu pour que ma mémoire tampon fasse son usage. Il fait ces questions de plus en plus longues et je ne me souviens plus du tout ce qu'il m'a demandé au début. Mais une ville plus accueillante. Je parle le philippe-bar couramment, donc je sais à peu près ce qu'il attend de moi. Merci, tu peux y aller. Comment dire? D'abord, peut-être, 2-3 généralités avant de répondre à qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui arrivent. Et ils seront de plus en plus nombreux, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait déjà avec ceux qui sont déjà là? Et qu'est-ce que c'est ce pays? 5 ou 6e puissance du monde. On a gagné une place parce que les Anglais ont fait le Brexit et leur économie a chuté un peu, mais on est là. On est là dans le top 5, top 6 des pays les plus riches du monde. Et on se pose toujours les mêmes questions. Alors qu'on a une structure constitutionnelle, j'ai beaucoup aimé la référence qu'a fait Alex tout à l'heure. On a une structure constitutionnelle, on a des lois, et on a la mère des lois qui est la Constitution, qui nous rappelle que la France est un pays un peu à part, qui est un pays qui est basé sur l'affirmation très forte de l'égalité et de la fraternité. Donc évidemment, comment aujourd'hui, nous les citoyens, on peut se dire les uns et les autres, bon, nous on a tout ce qu'il faut, on a l'arsenal, et maintenant on veut qu'on mette en musique cette belle littérature française. Donc ça veut dire que, il faut commencer par éradiquer la pauvreté. Ça, c'est la première chose à faire. Et la très grande pauvreté, eh bien, ce sont ceux qui sont dans la rue. Et ça n'est pas du tout compliqué de faire ça. 30 000 logements vacants, sans doute un petit peu plus. Et puis, des masses d'argent qu'il faut, non pas aller chercher, elles sont là, mais distribuer différemment. Alors j'espère, parce que je suis ravi que Paul Rolland soit à cette table ronde, puisqu'on a déjà commencé à travailler ensemble sur des projets d'accueil des plus pauvres. Et donc c'est aujourd'hui tout simplement une question de volonté politique de dire voilà où sont les priorités. Nous, citoyens de ce pays, nous refusons de vivre dans une société où il faut enjamber le gars qui a dormi par terre quand on sort de chez soi. Et voyez comme le système tout entier est d'une cruauté sans nom. Le plus souvent, même les meilleurs d'entre nous, on tourne les yeux, on regarde ailleurs, et on continue, et on va prendre son métro, son tram ou sa voiture, en ayant laissé un homme dormir par terre, ou une maman avec un enfant dans les bras. Et on sait parfaitement, quand on passe là devant la porte cochère, qu'il y a des gens qui ont dormi là. Et on sait parfaitement que derrière ces façades un peu abîmées, il y a des gens qui vivent. Et quelquefois, c'est des gens qui sont comme nous, ou qui étaient comme nous il y a quelques semaines ou quelques mois seulement. Et puis derrière ces murs, il y a des gens comme lui, comme Alex. Et on voit très bien qu'Alex, eh bien, il est comme nous, exactement comme nous. Il est comme nous parce qu'on est semblables et parce qu'on a exactement les mêmes besoins, lui et moi. Donc, l'égalité, et je ne sais pas si je vais avoir le temps, mais par rapport aussi au dérèglement climatique, il a les mêmes besoins, lui, que n'importe qui, que nous tous. Donc, le principe de l'égalité fait qu'il n'est pas possible d'accepter
de vivre dans un pays où il y a de tels écarts entre des richesses insupportables, entre un luxe qui déborde de partout et des gens qui crèvent par terre. 500 morts, peut-être 1000, peut-être 2000 par an dans la rue. C'est pas possible. On n'a pas le droit d'accepter ça. La même prise de conscience à laquelle on appelle sur les questions de dérèglement climatique, sur les questions de perte de pourcentage énorme dans la biodiversité, c'est la même prise de conscience qu'il faut que nous ayons collectivement pour refuser que des gens dorment à la rue, dans des voitures, ou meurent sur les trottoirs de nos villes. Une fois qu'on a dit ça, eh bien, on est tous des électeurs. On a tous des relations avec des élus, avec des députés. Si on se met à les harceler pour leur dire « nous, on ne veut plus ça », on ne l'acceptera plus. Ça deviendra une priorité nationale. Et pour ceux qui ont réfléchi un petit peu à ces questions, alors je ne vous demande pas de croire sur parole, mais renseignez-vous. Éradiquer la grande pauvreté dans ce pays, rien de plus facile. Rien de plus facile quand on voit les sommes en jeu. Je disais hier matin, je vais peut-être me répéter, Philippe, pardonne-moi, pour construire un EPR, ça coûte 11 milliards. 11 milliards d'euros pour faire une centrale nucléaire dont on ne sait pas trop ce qu'elle deviendra et dont on n'est pas certain qu'elle ne nous pètera pas à la figure un jour. Dont on ne sait même pas si elle va commencer à marcher un jour. Et quand on ne sait même pas, c'est pour ça qu'on en rajoute. Moi, je me souviens, le projet EPR, c'était 2 milliards, puis après 3. J'ai dit, ça augmente. On est à 11 aujourd'hui. Et on a un projet d'en fabriquer une dizaine, et on les a déjà prévendus. L'argent, croyez-moi, franchement, l'argent, ce n'est pas un souci. La seule chose qui compte, c'est la volonté politique. Et elle ne sera, parce que nos élus sont comme ça. Alors je sais qu'il y en a dans la salle, je ne parle pas des élus locaux, je ne parle pas des maires, je ne parle pas des conseillers municipaux ou départementaux. Je parle des élus de la nation, des députés, qui sont censés dire au gouvernement comment la France doit être gouvernée. Et puis je pense à vous tous, et à nous tous, on a voté il n'y a pas longtemps. Alors, bon, la démocratie, elle est un peu bizarre en France quand on regarde le nombre d'électeurs qu'il a fallu pour élire tel ou tel. Hein, on se rend compte qu'il y a souvent 70 à 75% des électeurs qui n'ont pas voté pour celui qui est élu. C'est quand même assez rigolo de dire ça dans ce pays. Mais nous avons encore un outil, celui de la pression. Inscrivons-nous dans cette prise de conscience. Donc, je vais répondre maintenant à ta question. Merci. Parce que là, je vais avoir des problèmes. Voilà, je vais répondre à ta question. C'est facile à faire. Première chose, les gens qui arrivent dans ce pays, bon, les réfugiés, très bien, ils viennent en France. Très peu, 15 000, 20 000 au maximum, c'est plutôt 12 000 les derniers chiffres. Ils sont arrivés 800 000 en Allemagne. Ils sont 600 ou 700 000 en Italie. Ils sont très nombreux en Grèce. Ils sont très nombreux. Alors en Turquie, ils n'osent plus trop y aller, on sait pourquoi. Et ça représente 5 à 10% maximum du nombre de réfugiés qui sont aujourd'hui des migrants dans le monde. Ce sont des petits problèmes. Alors je ne voudrais pas avoir l'air de dire que tout est facile, mais franchement, ce ne sont pas de vrais problèmes. Loger les gens, c'est extrêmement facile. Peut-être qu'on aura, dans un second temps, l'occasion de rebondir vers Paul pour donner des exemples très concrets de ce qu'il faut faire. 30 000 logements vides, peut-être 2 000 sans-abri à Bordeaux, on ne sait pas exactement le nombre. On a déjà découpé la ville en quartiers. Si il y a 10 quartiers, ça fait 200 personnes par quartier. Franchement, c'est rien du tout. C'est rien du tout. C'est peut-être 1 ou 2 par pâté de maison. Enfin, c'est rien du tout. Je vous promets. Penchez-vous sur ces questions. Regardez les grandes masses. Regardez les chiffres. C'est très facile d'éradiquer la pauvreté et de résorber le mal logement.
plus difficile le mal logement, mais le pas logement du tout, quoi. Voilà, donc oui, volonté politique, c'est tout ce qu'il y a à faire. Et vous tous, nous devons faire pression sur ceux qui signent et qui, au dernier moment, prennent les décisions. Merci Pascal. Je voudrais que, Paul, tu rebondisses sur ça. On s'est rencontrés tous les trois, Pascal, toi et moi, sur un projet qu'on a eu ici même à Darwin pour améliorer les conditions d'accueil que nous faisions sur de l'accueil d'urgence ici à Darwin, avec notamment en son sein un projet de crèche. C'est comme ça que vous vous êtes rencontrés, Pascal et toi, parce que Emmaüs Gironde a en son sein une unité de production de maisons bois, chalets bois, pour faire de l'accueil. Et malheureusement, ce projet, il a été tué dans l'œuf par Monsieur Gérasimo, le patron de la Société d'économie mixte Bordeaux Métropole Aménagement, qui essaye de nous aider au quotidien à faire vivre le Darwin écosystème. C'est une plaisanterie, bien sûr. Vous vous êtes rencontrés à cette initiative. On n'a pas pu aller au bout, mais du coup, vous avez fait d'autres choses depuis, sur d'autres terrains. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que Pascal a finalement pas beaucoup parlé de la mission, parce qu'il a cette pudeur, mais de la mission qu'il exerce avec tout Emmaüs Gironde sur cet accueil des plus démunis. Comment tu as abordé les choses avec Emmaüs Gironde? Est-ce que tu peux nous parler du projet et comment ton expertise d'architecte mise à la disposition d'une institution, parce que même si c'est une association, c'est devenu une institution morale, Emmaüs, comment tu as pu apporter peut-être une plus-value, et surtout, qu'est-ce que tu en as retiré aussi dans ton métier d'architecte? Est-ce que ça a changé les choses? Ouais, je me demandais comment j'allais aborder le sujet là aujourd'hui. Je vous remercie de l'invitation. J'ai accepté parce que vous me l'avez demandé gentiment, et j'avoue que j'ai du mal à me sentir un peu à ma place à côté de gens engagés comme cela. Et c'est vrai que j'ai écouté ce que vous disiez tout à l'heure, et j'entendais parler de Pascal, que tu disais le SDF qu'on a en bas de chez soi, etc. Et moi, ça fait très longtemps que je me dis comment est-ce que dans mon métier je peux aider à ça. Et c'est vrai que c'est très compliqué. L'architecture, dans la tête de tout le monde, c'est faire des maisons pour les acteurs, c'est des choses qui sont à des années-lumière de ça. Et puis effectivement, j'ai rencontré via Philippe l'équipe d'Emmaüs avec Jean-François Martin et Yasmina Mohamed. Et j'ai compris qu'avec ces gens-là, les choses étaient possibles. Et c'est-à-dire qu'on a commencé à réfléchir à des projets de maisons et de logements d'urgence. Et je suis tombé sur des gens incroyablement à l'écoute, qui acceptaient de remettre en question tous les préconçus qu'ils avaient, de réfléchir sur les façons dont les gens avaient d'habiter leur logement, et puis surtout de les mener au bout. Et une fois, Jean-François Martin, je ne sais pas s'il est là, mais on visitait un logement qu'on avait réalisé ensemble avec une personne d'une mairie dont je ne citerai pas le lieu. Et puis, en visitant le logement, le type me dit « Ah ben dis donc, ils se font pas chier dans le logement d'urgence quand même. » Et j'ai pas su comment réagir, parce que je me suis dit, à la fois, c'est un super compliment, ça veut dire que le projet est bien. Mais d'un autre côté, pourquoi ils se font pas chier? C'est-à-dire qu'à un moment, le principe d'égalité dont tu parlais, il est nécessaire. Et grâce à ce genre de projet, moi je me suis aperçu qu'en fait la réflexion, on l'amène tout le long. On l'amène, quand j'entendais, tu disais tout à l'heure, qu'est-ce que c'est un peu d'amiante par rapport à dormir dans la rue? Moi j'avais ce problème-là de me dire, c'est vrai finalement, est-ce que dormir dans une cabane un peu pourrie, c'est pas mieux qu'être dehors? Et du coup, ça pose la question de la légitimité de notre métier sur ce genre de cas. Et finalement, je pense que quand on avance un peu plus loin et qu'on essaie de penser des choses un peu pérennes, parce que le logement d'urgence qui est construit Emmaüs, c'est pas du logement pour les 10 prochains jours, c'est du logement pour les 30 ou les 40 prochaines années, c'est des logiques de réinsertion, c'est des gens qui participent au chantier, c'est des gens qui sortent de la rue pour construire des logements. Et c'est toute cette frange que moi j'avais pas perçue et qui, grâce à cette relation, m'amène petit à petit à me l'approprier. Et du coup, au final, je crois que le seul truc moi que j'en ressors, c'est que
en fait, ça veut dire que c'est possible, quoi. Ça veut dire que les gens qui sont dehors, ben oui, on peut les sortir. Parce que finalement, après Emmaüs, tu disais c'est une institution, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que quand on arrive dans une mairie avec l'étiquette Emmaüs, les portes s'ouvrent, la nécessité de construire, on a une nécessité de logement d'urgence. Est-ce que vous pouvez nous faire des logements Emmaüs? Il y a une espèce de force de frappe qui fait que les choses, en fait, elles sont possibles. Et du coup, le positionnement du petit colibri confère Alexandra, qui est là-bas, de se dire, ah, finalement, en fait, je peux pas faire grand-chose. Enfin, qu'est-ce que je vais faire à proposer une douche à l'italienne plutôt qu'une douche pas à l'italienne? Et bien au final, je m'aperçois que là, la plus-value, elle est là. C'est-à-dire qu'on va commencer à réfléchir aux usages, on va commencer à discuter avec les gens pour qui le logement est prévu, et puis on va comprendre leur logique, et puis on va s'intéresser à comment est-ce que des gens agissent. On a fait un foyer de mineurs non accompagnés ensemble qui restait encore à l'état de projet. On désespère pas de le réaliser, mais quand on a 40 mineurs qui viennent de tous les pays du monde, qu'est-ce qu'on fait? On fait une série de chambres étudiantes avec chacun sa salle de bain, et puis ils se croisent avec un petit bonjour et ils rentrent chez eux. Voilà, donc toutes ces questions, on se les pose. Moi, j'ai des gens à l'écoute qui me permettent de rendre un métier épanouissant, et je pense que du coup, ça rend les choses nécessaires, et puis ça donne envie d'y aller encore et encore et encore, je crois. Cyril, sur la question, parce que là, Paul nous parle de lieux dédiés à de l'accueil pour des mineurs non accompagnés, par exemple. Sur la question de la diversité et de la mixité, je ne parle pas forcément uniquement la mixité que sociale ou que de l'origine des pays d'où les réfugiés arrivent, mais plutôt de la mixité globale. Est-ce que finalement, on n'a pas trop voulu quadriller la ville? Est-ce qu'on n'a pas trop voulu l'organiser de manière bien rangée, avec chaque catégorie de chaque côté? Et est-ce que, on a un petit peu parlé avant la conférence, et c'est ce que tu as commencé à nous dire quand tu parlais de Grande-Synthe, quand tu disais faire un quartier. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, tu disais que l'État était intervenu à Grande-Synthe et avait mis quelque part un gros coup de pied très, très nocif dans ce projet? Est-ce qu'il est encore possible, à ton avis, de réaliser non pas des camps, non pas des lieux seulement dédiés, mais tout simplement de la conception diffuse dans la ville, de créer de l'intensité des rapports humains entre individus qui viennent d'horizons très différents, et qu'on arrête de parquer? Comment tu appréhendes la chose, et de manière un peu socio-urbanistique, plus qu'architecturale finalement, mais je pense que c'est des questions que tu t'es posées, à Grande-Synthe notamment, et du coup, sur ce demi-échec de Grande-Synthe, d'une administration qui brutalise la conception généreuse de ce projet, comment tu vois les choses? Alors ça, c'est une question ultra complexe, et qui, en ce qui me concerne, m'a amené à remettre en cause des choses assez fondamentales, des credos qu'on a spécialement fortement en France, et qui dérangent d'ailleurs, hein, et je vais peut-être en déranger certains, mais je vais commencer par une anecdote. En fait, la jungle de Calais, tu l'as dit tout à l'heure, elle a eu plein de vies, hein, et en ce moment, elle est spécialement mal portante, hein, parce qu'on a vraiment un ministre absolument monstrueux, mais c'est de la petite histoire dans l'histoire. La jungle de Calais, on y a été plusieurs fois, on a fait plusieurs campagnes. Alors, quand je parle de la jungle de Calais, entre guillemets, c'est la grande jungle de Calais, celle qui a existé très exactement du 1er avril 2016 au 26 octobre, 1er avril 2015 au 26 octobre 2016, très précisément. Et là-dedans, il y a eu des histoires, des temps. Quand on y va là, faire notre première campagne, entre guillemets, de relevé, c'est en octobre 2015. Et en fait, tout le monde est organisé par nationalité, en fait.
En mars, juste d'ailleurs, ouais, je suis désolé, je vais faire une anecdote dans l'anecdote. Donc la jungle de Calais vit sa vie, elle fonctionne très bien, et puis Manuel Valls dit moi je suis super intelligent, nous on est l'État français, on va faire un centre d'accueil, on va construire un camp aux normes internationales, un truc génial, hein, qui répondra à toutes les normes thermiques. Il y a un peu de barbelé au fond qui... Comment? Et oui, voilà, c'est ça. Pardon, avec quelques barbelés autour. Et donc, ils construisent ce camp. Et ce camp va être la justification pour casser une partie de la jungle. Juste ce camp, il le construit, il coûte quand même 21 millions d'euros. Si on ramène au prix de la place, c'est genre, il construit à 4 500 euros du mètre carré. Ouais, vous voyez le genre, quoi. Ils ouvrent ce camp en grande pompe, ils sont très fiers dans la jungle de Calais, et là, surprise, personne vient. Tout le monde préfère rester dans la jungle de Calais, dans ce qui pensait être un gourbi. Alors ça, c'était l'anecdote. Mais donc, en ouvrant ce camp, il se dit, bon ben voilà, donc comme ça, on détruit, toute la partie sud de la jungle de Calais va être détruite. Et en fait, donc c'est effectivement détruit. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que tous les gens qui habitaient dans le sud sont obligés de reconstruire quelque chose dans la partie nord de la jungle. Et en gros, toutes ces zones communautaires sont brisées et tout le monde est mélangé. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un jour une rixe monstrueuse. C'était le 26 mai 2016. Il y a une rixe monstrueuse. Tout le monde se fout sur la gueule. C'est un jour d'horreur. Il y a des feux, il y a même des coups de feu, il y a des explosions, etc. Miraculeusement, il n'y a que des blessés. Et en fait, c'est parce que tout le monde avait été mis ensemble. Et après, elle va se réorganiser toute seule, la jungle, et elle va de nouveau se mettre par nationalité. Alors ça, c'est une chose. À Grande-Synthe, pendant ce temps-là, justement, un des trucs, c'était le maire, et puis il avait missionné une association d'État dans le quartier de la Linière, ou le camp de la Linière, et justement, il disait « Ah non, nous on est l'État, donc on met tout le monde partout. Toutes les nationalités doivent être mélangées tout le temps. » Et en fait, quand l'incendie arrivera, c'est justement une histoire complètement dingue, c'est en gros un ballon de foot qui atterrit sur la tête d'un Afghan ou d'un Kurde, je ne sais pas. Le gars ça l'énerve vraiment, il prend un couteau, il crève le ballon et ça va dégénérer en un incendie. Juste d'ailleurs, quand il y a ça, il y a une rixe forte qui démarre, la police arrive et au bout d'1 heure, elle repart. Ça, vous imaginez ça, une rixe dans n'importe quel quartier, s'il y a un truc comme ça qui se passe, la police, elle reste 3 jours. Là, elle part au bout d'1 heure, bien sûr, la bagarre reprend et il va y avoir l'incendie. Tout ça pour dire quoi? C'est-à-dire que justement, il faut vraiment, dans ces changements de paradigme en tant qu'architecte, il faut vraiment qu'on se pose des questions sur l'initiative, d'où vient. On ne doit pas décider à la place des gens, finalement. C'est-à-dire comment se construisent les solidarités, comment les gens se mettent ensemble. Qu'est-ce qu'un ghetto? Je veux dire, il ne faut pas de ghetto. Ben, bien sûr, sauf qu'il y a des ghettos qu'on supporte très bien. Hein, dans le 16e arrondissement, il y a des trucs où il faut même, pour rentrer, il faut montrer patte blanche. Donc les ghettos de riches, ça se porte très bien. Mais les ghettos de pauvres, ceux-là, il faut les casser. Et quand tu disais tout à l'heure, je dirais là, tout de suite, qu'est-ce que... Alors, communautarisme, attention, non au communautarisme. Hein. Bon, sauf celui des riches, hein, celui-là, il va bien. Okay, donc, toutes ces choses-là, je veux, alors, qu'on ne dise pas que je suis pour le communautarisme non plus, etc. Mais c'est des notions complexes. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut laisser les solidarités se développer, qu'elles se construisent de multiples manières, et qu'il faut se méfier de vouloir les organiser, parce que de toute façon, on ne sait pas le faire. On ne sait plus le faire. Peut-être qu'il y a eu un temps, dans les années 50, 60, où l'État avait les moyens d'organiser les solidarités, de les construire.
Moi, il me semble qu'aujourd'hui, il faut les laisser se faire, il faut laisser la ville se construire par les gens. Et que la mixité, ça ne se décrète pas. Tous autant qu'on est, quand on y regarde bien, nos amis les plus proches, c'est quand même souvent des gens qui nous ressemblent un petit peu. Même si on est content d'avoir des amis différents aussi. Mais voilà. Et donc moi, en tant qu'architecte, je veux être plutôt, je pense souvent, j'aime bien le terme de maïeutique, hein, c'est-à-dire c'est comme l'accouchement, c'est d'accompagner. On est là pour accompagner, pour que les choses se font, pour donner, comme le disait Paul et comme tu le disais Alex à ta manière, on est là pour accompagner, on est là pour aussi justement aider sur la technique. Hein, parce que souvent, le grand argument pour casser un bidonville, pour casser un squat, c'est « Ah, les gens sont en danger. Hein, les gens sont en danger, les conditions sont insalubres, etc. etc. » Ben non, nous, là, en tant qu'architecte, on veut dire « Ben non, c'est bon. C'est bon, là. Il n'y a pas de problème. On est aux normes. On a fait les choses pour que ça soit aux normes. On est peut-être à la limite de la norme, mais on est aux normes. Et ça fonctionne. » Je me faisais la réflexion en rentrant dans ce lieu. Je pense qu'un préfet mal luné pourrait dire que c'est pas aux normes. Bah si, il y a des architectes qui sont passés. C'est un ERP, établissement recevant du public officiel. Ça n'a pas toujours été le cas. Ça a été une grosse bataille, mais on est arrivé avec je regardais, détermination. et vous avez payé des petites lampes pour mettre au-dessus des portes, et ça y est, tout d'un coup, ils n'avaient plus rien à dire, quoi. Donc voilà. Donc pour revenir à ça, moi en tant qu'architecte, il y a des tas de... Tu parlais du fait que normalement un architecte, c'est quelqu'un qui est au service, entre guillemets, des riches. Hein. Et ben, on peut aussi être au service de tout le monde. Voilà ce que je pense. Merci. Pascal, je sais que tu bouillonnes et ça te démange de réagir. La question du communautarisme, la question de laisser des communautés, pas implicitement, disons, qui intuitivement, instinctivement, parce que justement, les gens se ressemblent et se rassemblent, c'est quelque chose qui, je ne sais pas si je peux dire te pose problème, mais en tout cas, tu es vigilant sur cette question-là, je le sais, dans la question de l'accueil d'urgence, veiller à ce que ça ne se produise pas. Ce qui est un petit peu contradictoire avec ce que vient d'expliquer Cyril. Donc on rentre vraiment dans le débat, c'est intéressant. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi je peut-être, je devance peut-être, mais pourquoi tu n'es pas d'accord avec ça? Oui, je suis fondamentalement, philosophiquement, en total désaccord avec ce que je viens d'entendre. Mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. C'est pas grave du tout. Je vais vous donner un exemple avant d'essayer de développer un tout petit peu. Le préfet de région nous a demandé d'accueillir des Sahraouis qui étaient dans un squat qui avait brûlé. Et je réponds non, on n'accueille pas de Sahraouis, monsieur le préfet. Non pas parce que ce sont des Sahraouis, mais parce que vous nous demandez d'ouvrir un accueil de Sahraouis. Ça n'existe pas en France, un accueil de Sahraouis. On accueille des gens qui sont à la rue, qui sont en difficulté. S'ils sont Sahraouis, ben, ils sont Sahraouis. Mais on n'accueille pas des Sahraouis, ça ne marche pas. Et la pression du préfet a fait que finalement j'ai cédé, j'ai fait une bêtise. On a accueilli des Sahraouis. Et première chose que nous ont dit ces personnes qui étaient à la rue, c'est voilà notre rythme de vie, on voudrait plutôt vivre la nuit, on veut surtout pas de femmes comme personnes qui s'occupent du centre, et puis on veut manger halal. Bon, là ça a posé un vrai problème de fond. Donc j'ai nommé une directrice immédiatement, une femme, pour leur montrer ma bonne volonté. Et puis j'ai dit, vous ferez les menus comme tout le monde, au hasard, si il y a... On va pas faire de viande en particulier, mais on mettra de la volaille, ce que vous voulez. Mais il n'est pas question
qu'on fasse un lieu Emmaüs dans lequel on ait un rythme de vue où on ne veut pas de femmes, où on veut manger halal et où on veut des tapis de prière. Ça ne marche pas. La France est un pays laïque. Dès qu'on sort de cette approche-là, on entre dans des difficultés sans nom et sans fin. Je crois que l'approche communautariste dans l'accueil ou dans la vie, c'est la pire des choses qui pourrait nous arriver. Ça marche en Angleterre, ça marche aux États-Unis, ça ne peut pas marcher en France. L'accueil communautarisé, c'est l'ennemi de la République. Et ça, il faut qu'on se batte là-dessus. Être tolérant, c'est la première chose à faire. Si ils ne veulent pas manger tel ou tel produit, c'est leur droit le plus strict. S'ils veulent faire des prières, c'est leur droit le plus strict. Mais on partage, on a d'autres accueils à Bordeaux, à Senon ou ailleurs, où on a une majorité de gens qui ont envie d'avoir une expression religieuse. C'est très bien, mais il faut que ça reste dans la sphère privée. Dès que c'est partagé, imposé, ça crée des difficultés. Donc il ne faut pas céder à ce risque-là. Ça ne veut pas dire le refus, bien au contraire. Et petit à petit, on a réussi à faire un accueil où il y avait des Sahraouis, mais où il y avait d'autres populations, il y avait des Français, etc. Je n'entrerai pas dans le détail des Sahraouis, parce que je sais que dans la salle, il y a des gens qui connaissent bien cette question. On ne peut pas baisser la garde sur ces questions-là. C'est pas possible. L'étranger qui vient en France, il est le bienvenu. On lui demande pas grand-chose. Un, de considérer qu'on vit dans un pays, la France, où il y a l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est un principe absolu. Deuxième chose, parfait, vous avez une religion, tant mieux. Vivez-la dans l'intimité de votre vie privée. Ça, c'est très important. Et puis, si vous avez des enfants, je vous rappelle qu'on ne peut pas faire travailler les enfants dans les mines ou on les fait travailler, attendre la main au carrefour du coin. Voilà, à partir du moment où ça, c'est accepté, on accueille tout le monde. Et c'est l'honneur de la France d'accueillir tout le monde, tout le temps. Et si j'écoute... Si j'écoute, et je pense que c'est intéressant cette séquence parce qu'on voit qu'on a quand même des disparités fortes sur cette question-là et qui est une question de société qui n'est pas que sur la question des réfugiés. Quand tu parles des Sahraouis qui demandent certaines dispositions pour leur prière, et on peut comprendre ce que tu nous expliques. Finalement, est-ce que les personnes à qui on dit ça, qu'elles soient d'ailleurs réfugiées ou pas, peuvent comprendre que sur certaines autres religions, la mienne par exemple, la question des processions dans la rue ne pose pas de problème dans énormément de villages en France, parce qu'elle est historique. Oui. Le mouvement Emmaüs est né, et dans la tête des gens, il est empreint de la religion catholique. Tu vas nous dire bien sûr que non, mais c'est souvent comme ça qu'on le voit. Donc ce principe finalement d'égalité, alors ça sort un peu du thème de notre discussion, mais le principe d'égalité que tu évoquais au départ, et là ça rejoint ce que disait Cyril tout à l'heure, est-ce qu'on devrait accepter le communautarisme de certains et refuser celui des autres? Non, mais franchement, je vais vous faire une confidence. 60% des Français se moquent totalement des questions de religion. Mais totalement. La première religion en France, c'est l'athéisme ou l'agnosticisme. On nous en parle tout le temps, on nous jette ça au visage tout le temps. Je vais vous raconter, pardon, je ne veux pas insister, c'est très court. Il y a eu cette nuit une rencontre assez surprenante
entre un rappeur qui s'appelle Medine, je ne sais pas si vous le connaissez. Medine, c'est quelqu'un qui, en 2005, appelait au djihad parce qu'il voulait assassiner les laïcars. Non. C'est une caricature. Mais attendez, il appelait pas au djihad. Ça son disque s'appelait Djihad. Voilà. Et oui. Et donc, il se trouve que hier soir, j'ai rencontré ce garçon. C'était assez surprenant. Au Rocher de Palmer, dans le cadre de Climax. Palmer, dans le cadre de Climax, oui, bien sûr. Et il y avait les hommes de la sécurité devant, et il se trouvait que le membre de Darwin, qui s'appelle Guillaume Fédou, qui s'occupe de la programmation, on était tous les deux là, il connaissait un des agents de sécurité de ce groupe. Et on a commencé à discuter, et le garçon, très, très sympathique, me dit « Mais vous voulez discuter avec lui ?» Je lui dis « Pourquoi pas ?» Mais attendez, je vais voir, et Medine a voulu me rencontrer pour qu'on discute tous les deux. Et donc, je suis attaqué bille en tête. Je lui ai dit, je me présente, donc, Pascal Lafargue, président d'association, et je suis un laïcard. Donc, ça l'a fait sourire, et on a commencé à discuter tous les deux. J'étais extrêmement surpris. Moi, le rappeur, je croyais que c'était qu'il allait me dire, ouais, vas-y, etc. Mais pas du tout. Pas du tout, c'est un garçon assez fin. T'as de sacrés a priori. Oui, complètement. Mais j'ai aussi... je suis pas rentré en disant wesh, la famille, ça va, ouais. Non, on s'est parlé normalement et on a eu un véritable échange et on est arrivé à la même conclusion, lui et moi. La seule chose qui compte, c'est la tolérance. Donc, on s'accepte comme on est, à condition qu'on n'impose rien à l'autre. C'est aussi simple que ça, quoi. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Si il y a une manifestation religieuse musulmane ou juive une fois l'an qui c'est pas gênant de la même manière qu'une procession, si c'est pas tous les matins, c'est pas gênant. Ce qui est gênant, c'est quand ça vient s'inscrire et imposer des choses aux autres. Vous avez remarqué comment les... Puis alors le problème, c'est la femme. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ils sont bizarres les religieux, ils ont une obsession du corps de la femme. Je ne sais pas comment ils ont été élevés, mais franchement, ça fait un petit peu peur, quoi. Il faut aller jusqu'à mettre des gants pour cacher les mains de tentatrices. Alex, donc on va un peu loin, sans doute là-dessus, mais il faut respecter. Non, mais voilà, c'est tout. Je m'arrête là, parce qu'on peut vivre ensemble en acceptant l'autre tel qu'il est, pour peu que le principe de tolérance dirige les relations entre les hommes, c'est tout. Alex, tu veux réagir? Bah ouais, alors moi déjà je veux réagir à deux... C'est quoi ton prénom? Cyril. Voilà, je voudrais réagir à deux choses. Donc, ton histoire de ballon de football m'a choqué parce que c'est pareil, on décrit des gens qui se bagarrent pour un ballon de football, etc. On fait passer les migrants pour des sauvages qui s'entretuent. Donc ça m'avait déjà un petit peu choqué et je sais que c'était pas ce que tu voulais dire. Les questions communautaires, je les connais. On a eu des histoires de bagarres à coups de couteau entre Georgiens parce que justement ils étaient dans deux clans différents et voilà. Donc on est confronté régulièrement à ces questions-là, de préjugés entre groupes, etc. Bon, je voudrais quand même bien qu'on revienne un petit peu sur le sujet, mais juste pour réagir aux deux choses. Donc, effectivement, c'est les personnes qui sont en situation d'extrêmement grande exclusion, précarité, fragilité. Cécile Duflot disait hier que les femmes et les enfants étaient les premiers à souffrir et à mourir, etc. Donc, c'est pas parce que c'est des sauvages. C'est parce que quand on est dans une situation où on a perdu tout ce qu'on a, on a laissé derrière soi sa langue, son pays, son confort, sa maison, sa famille bien souvent, etc., il y a des fragilités qui se font jour et qu'effectivement il y est donné naturellement, par nature biologique, priorité à la survie des adultes en état de survie. Donc les vieux et les enfants sont abandonnés et on ne peut pas le penser parce qu'on se croit civilisé, mais je ne l'espère pas, mais si les collapsologues les plus sévères ont raison, on va le voir très bientôt, et puis en plus la nation occidentale, l'Eurasie en général en termes de massacre de masse, on a de leçons à donner à personne sur Terre. Donc effectivement, ces gens-là, ces réfugiés abandonnent, et effectivement, les toxicos, les squatteurs, les personnes en situation d'extrêmement grande fragilité qui parfois comblent un manque d'accès à des services essentiels par des toxicomanies, c'est pareil, ils peuvent péter les plombs, il y a des squats, il y en a pas mal qui brûlent, c'est un gros problème pour nous, je ne veux pas le nier, il y a des problèmes dans les squats, c'est pas simple, nous ce qu'on ouvre, c'est pas des squats communautaires, on met une famille dans un squat, dans une petite maison, c'est pour ça ça se passe très bien avec les voisins.
que le préfet en général ne fait pas trop chier, et puis il y a des gens qui font des gros squats en immeuble où ils mettent plusieurs familles, plusieurs nationalités, et là ça devient très vite très compliqué. Et donc voilà, je ne veux pas dénier l'existence de ces problèmes, mais ce que je voulais te répondre, Pascal, c'est aussi quand même que on parlait d'un domicile privé, tu vois, tu les accueilles, ils n'ont pas d'autre endroit où fermer leurs portes. Donc je comprends ta réaction, et voilà, mais dans le droit français, le domicile privé est un espace sanctuaire où justement la laïcité défend le droit. Donc effectivement, c'est un peu compliqué sur ce schéma-là, et comme tu disais, c'est parce que tu t'es retrouvé entraîné. Mais en tout cas, moi, je voulais finir sur la question du droit et de la Constitution. Donc, je ne sais pas si vous connaissez les droits du propriétaire, parce que je trouve que c'est fondamental dans les questions qui traversent l'environnement et le social, et donc le logement notamment. Le droit du propriétaire, c'est usus, fructus, abusus. Donc ça veut dire que vous avez le droit d'usage, vous avez une maison, vous pouvez habiter dans votre maison. Fructus, ça veut dire que vous pouvez louer votre maison pour faire des teufs techno, pour faire un bar à lounge, pour un particulier, pour des personnes en situation de précarité avec un bail précaire, etc. Donc c'est le droit d'usufruit, fructus. Et vous avez le droit d'abusus. Eh ben, vous avez vu une chenille, vous supportez plus votre maison parce que c'est un mauvais souvenir pour vous, parce que vous n'aimez pas les chenilles, et vous pétez votre maison. Donc c'est votre droit. C'est pas vous qui l'avez construite, vous en avez hérité ou vous l'avez acheté, mais c'est d'autres gens qui ont posé les pierres. Donc quelque part ils sont propriétaires, et c'est un peu une question communiste, qui fournit l'effort, à qui appartient l'objet. Doit-on aujourd'hui encore, dans les situations de nécessité, maintenir le droit d'abus ? Et puis en plus, qui se ramène aux questions du bétail. Ça a été changé sur le bétail récemment. Le bétail n'est plus un bien meuble, quoi, depuis quelques années. Et puis, je ne parle pas de la condition de la femme. Il y a quelques temps, dans le droit français, c'est pareil. On peut regarder les étrangers comme étant des sauvages. Dans le droit français, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Et puis, le divorce était beaucoup plus facile dans un sens que dans l'autre. Et je ne parle pas des femmes qui meurent malheureusement sous les coups de leur mari trop régulièrement. Donc, on doit interroger ces questions-là. Et pour moi, par-delà ça, on doit interroger aussi le plafonnement des salaires, l'accumulation du capital, parce que c'est des questions transverses à la destruction des écosystèmes. Et ce que je voulais dire, c'est ça, c'est qu'on en parlait tout à l'heure avec Pascal. Ce qui est terrible quand vous êtes à la rue, que vous soyez français ou d'une autre nationalité, effectivement, je crois que ce qui est assez beau dans le mouvement squat à Bordeaux, encore une fois, je ne veux pas nous lancer des fleurs, tout n'est pas beau, comme je l'ai dit, hein, c'est qu'il y a une solidarité des pauvres avec les pauvres. Et moi, je trouve ça vachement intéressant. Et donc, un côté communautaire peut-être subi, mais où il se passe une pérexistence culturelle entre errants. Eh ben, on retrouve des fragments de culture, ou peut-être que c'est parce que c'est comme ça, j'en sais rien, c'est peut-être accidentel, mais il se recrée une espèce de culture nomade. Et j'ai perdu le fil. J'étais en train de dire quoi Usus, fructus, abusus. Et du coup, je sais plus. Bon, on peut en profiter pour. Oui, vas-y, Cyril. Non, je voulais juste préciser une chose, parce que je pense que ce qu'on s'est dit tout à l'heure n'est pas contradictoire. Parce qu'on ne parle pas du même endroit. Toi, tu parles de... quelque part, tu es l'institution qui accueille. Bah si. Et je veux dire, c'est Sahraoui, là, il y a un maire qui t'a appelé, qui t'en a parlé, et puis toi, tu as des petits moyens, mais tu as des moyens, et tu as à gérer, entre guillemets, des gens. Moi, je te parle des... Moi, pour qui je travaille, entre guillemets, c'est des gens qui n'ont même pas accès à ça. C'est des gens qui sont rien. Hein, parce que l'État, en gros, dans les logiques d'État, soit on est réfugié, soit on n'est rien. Et il y a des tas de gens, partout, qui sont rien. Et moi, c'est ceux-là dont je parle. Pour le coup, les Sahraouis sont traités comme ça parce qu'ils sont apatrides. Voilà. Mais c'est là qu'il faut... ceux-là ont besoin de construire leur solidarité. Donc, et elles se construisent différemment. Moi, j'ai absolument pas parlé de religion. Hein. C'est toi qui l'as fait. Moi, j'ai absolument pas parlé de religion. J'ai dit de solidarité qui se construisent. Et comme tu dis, après, quelles sont les choses qui nous rapprochent les uns les autres? Elles sont très variables. Les solidarités, elles se construisent sur plein de choses. Mais que les gens doivent décider. Donc encore une fois, je pense que ce que tu as dit et ma position ne sont pas contradictoires. On parle de deux endroits différents. Oui, non, mais il n'y a rien de personnel. Hein. Je veux juste dénoncer Philippe Barre, c'est lui qui m'a parlé de religion, c'est personne d'autre. Et peut-être pour essayer de clore ce sujet-là des coutumes et des communautarismes, je crois que en fait, moi j'ai très envie d'avoir un terrain où on pourrait poser des cabanes et construire poser des yourtes, poser des camions, etc. Donc pour les personnes errantes, parce qu'on a un besoin de recréer du lien social entre nous pour montrer qu'on a une existence culturelle
communautaire. Mais en fait, je crois qu'il ne faut pas forcer les gens et il faut que ça respire surtout. Le but, c'est justement là, c'est d'exister, de polariser ça, parce qu'il n'y a pas que des errants. Alors, il y a les gens du voyage qui ont leur pôle, mais des Français qui vivent en camion parce qu'ils n'ont plus envie d'avoir un bail, ils ont un dégoût de ce rapport soumissionnel au travail où on a un contrat de travail, un contrat de bail. Donc, les gens, ils vivent en camion, ils font des saisons à droite, à gauche, où ils vendent des trucs sur le marché. Et c'est une identité culturelle. Effectivement, ces gens-là, parce qu'ils sont asphyxiés culturellement, d'avoir des espaces où ils peuvent construire un rayonnement. Et Calais, c'était un peu ça. C'était une bizarrerie, une complexité relationnelle, parce qu'il y a eu des bagarres terribles. Et encore une fois, qui sont avant tout dues au fait que les gens ils sont dans une situation de tellement grande souffrance. Donc je crois qu'effectivement, il ne faut pas laisser s'enfermer les groupes dans des positionnements identitaires ou des ghettoisations. Et puis, il faut aussi, comme tu le dis, Pascal, toi-même, écouter la demande des gens et construire avec... Merci. Est-ce qu'on peut peut-être lancer une petite série de questions? On n'est pas en avance. Ah, tu voulais... C'est toujours pareil. Hein, quand tu dis... moi, les bagarres les plus terribles que j'ai vues, c'était quand on a construit un centre d'hébergement dans le 16e arrondissement et qu'il y a tout l'arrondissement qui a failli s'étriper et qui a foutu le feu au chantier. Comment il a réagi etc. etc. Hein. Donc c'est toujours pareil quand on parle de... Je veux dire, les violences, elles existent dans toutes les strates de la société. Et simplement, effectivement, quand c'est entre guillemets chez les indésirables, là, on aime bien en parler dans les journaux. Mais ça, faut pas être dupe de ça non plus, quoi. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Merci à tous pour vos interventions. J'aurais une question. C'est celle en réalité de l'espace public. C'est-à-dire qu'on a traité de l'accueil de personnes en errance ou en situation difficile. On a envisagé des solutions qui, de toute évidence, existent, à savoir du squat à l'accueil plus spécialisé. Mais ma question, c'était celle ensuite du seuil entre cet espace privé et l'espace public. J'ai cru comprendre qu'il s'agissait en France d'une certaine laïcité. Il a été dit qu'il serait bien d'harmoniser les postures de chacun. Ma question est, comment dans la diversité de la sphère privée, on arrive à vivre ensemble dans l'espace public? Est-ce que l'un d'entre vous peut répondre? Enfin, moi, je vais juste vous dire une chose là. Donc, on travaille à Mayotte sur un bidonville. Et justement, ce qui nous intéresse là, c'est que la première chose qu'on se construit, c'est l'espace public, justement. Parce que effectivement, c'était un cas difficile. Quand on travaille dans un bidonville, toutes les politiques classiques ne fonctionnent pas. Pourquoi? Parce que, par exemple, dans le bidonville, il y a des gens qui sont sous une bâche, et puis il y a des gens qui ont construit une maison vachement sophistiquée, avec des parpaings, un truc super. Hein. On rêverait d'y habiter, vraiment. Et donc, on était embêtés parce que comment on fait le commun? Effectivement, il se construit sur l'espace public. Parce que c'est là, et en l'occurrence, il s'agit de... alors, j'ai pas parlé, mais il y a tout un truc sous-jacent, c'est la question du risque en dessous. Notamment dans le bidonville. Les gens sont en risque, comme ils sont en risque dans la rue, etc. Et une des fonctions de l'architecte, c'est de faire baisser le risque. Et on a pris l'argument du risque, en l'occurrence, dans ce bidonville, c'est-à-dire que cet espace public sert aussi à se protéger des glissements de terrain, il sert, en cas de séisme, on peut s'y réfugier, en cas d'ouragan, on va construire des lieux où les gens peuvent se réunir, et effectivement, c'est une des choses qui permettent de réunir les choses. Après, sur l'espace public aussi, effectivement, mais je ne sais plus si je l'ai dit, mais à Calais, typiquement, c'était assez fascinant de voir toutes ces gradations qu'il y avait justement de l'espace public à l'intérieur. Hein, ça renvoie à cette question que en algérois, dans la Casbah d'Alger, en algérois, il y a 7 mots pour définir du seuil jusqu'à l'intérieur de la maison. Il y a une gradation extrêmement subtile qui existe, que nous, et notamment entre guillemets dans le capitalisme avec la rente foncière, où il faut maximiser votre bien,
la question du seuil est effectivement réduite à la portion congrue. Ouais, c'est ce que j'allais dire en fait. C'est vrai que c'est une des stratégies qu'on a essayé de travailler avec Emmaüs. C'est justement l'espace public, il est tellement multiple et à l'inverse, les espaces privés sont tellement générateurs de singularités et d'une multitude de singularités. C'est vrai que notamment dans le foyer des mineurs non accompagnés, une des stratégies c'est justement de proposer plusieurs degrés de seuil entre le strictement privé de l'endroit où on dort et où on se lave, de l'intimité strictement intime au strictement public. On peut élargir les seuils et plus on avance, plus il y a du monde donc il y a la question de la cuisine, pour le fait de cuisiner ensemble à petits groupes. Enfin, on essaie de faire tout un tas de gradations, alors 7 ou peut-être moins, 7 c'est quand même beaucoup, mais enfin, il faut trouver comme ça, épaissir les seuils pour pas que ce soit je suis strictement intime, j'ouvre ma porte et je suis dans l'immensité, quoi. Je voudrais aussi répondre à cette question, si je peux. Là, je quitte ma casquette d'animateur, mais en tant que opérant ici à Darwin, cette question de l'espace public, on la travaille plutôt qu'en disant espace public, en termes d'espace collectif. En fait, ici, dès que vous passez le portail, vous êtes dans un lieu privé. Alors avec une complexité administrative que je vais oublier, parce que cette rue a été rachetée par les aménageurs promoteurs. Bref, mais on est dans un espace privé partout ici, d'un point de vue juridique. Pour autant, la plupart d'entre vous, quand vous êtes rentrés, vous êtes d'abord instinctivement, vous avez pensé que c'était une rue publique. Ensuite, quand vous êtes allé sous la halle, devant le restaurant, beaucoup d'entre vous peuvent se ressentir dans un lieu public. Et on a eu énormément de pression quand on a réhabilité ces endroits pour mettre des barrières. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de diktat d'autocensure même dans les métiers de contrôle, des bureaux de contrôle, de l'architecture. On demande tellement à cloisonner les espaces aujourd'hui qu'on en arrive, on le voit sur les bassins à flot à Ginkgo, on voit que les espaces collectifs sont grillagés. Vous allez juste un peu plus loin, là, il y a la Bastide 1, après le Mégarama, l'ensemble de bâtiments, les très très grands jardins, ils sont grillagés, personne n'y va. C'est des espaces collectifs, et cette notion de barrière, elle fracasse tout. Alors ça va jusqu'au mur de Trump, hein, cette logique-là. C'est le pire du pire, ça, avec les murs aussi entre Palestine et Israël, le mur de Berlin à l'époque, etc. Mais aujourd'hui, dans les petits interstices de notre société, on fout des barrières partout. Et ben, imaginez si on avait mis des barrières à l'entrée de la halle du magasin général, l'intensité urbaine qu'on a ici n'existerait pas. Le croisement des gens ne se ferait pas. Alors, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais gérer l'espace collectif, passer de l'usage, de la propriété à l'usage est primordial. Et ça ne doit pas être que l'espace public qui doit être collectif. Et si je peux me permettre, là, juste histoire d'alimenter le débat, il y a la question de est-ce que l'espace public il existe vraiment aujourd'hui? On a tendance, nous, plutôt à s'amuser à dire qu'au final, ce qu'on qualifie d'espace public aujourd'hui, c'est plutôt un espace privé possédés par l'État, puisqu'on voit bien que les terrasses de café louent leur espace à la collectivité. On voit bien que les allées de tournis sont louées pendant je ne sais plus comment on appelle ça. Donc c'est une vraie question, cette question du vrai public. Au final, est-ce qu'il existe vraiment? Voilà, c'est... Notre question? Il y a une question Alors, moi aussi, moi aussi, je voulais donner un élément de réponse, mais très bref, parce qu'on est très long dans les réponses, alors qu'elle a eu la gentillesse de nous poser une question brève. C'est juste de dire que c'est aussi l'espace public, avoir beaucoup de jardins et faire des espaces publics accueillants, sortir les voitures des villes, que ce soit des endroits paisibles qui vont créer la possibilité du lien social, et ça change tout aussi. Donc c'est l'abaissement de ce seuil, justement, entre, comme je le disais, quand on est à la rue, on est asphyxié par une ville qui est stressée et oppressante. Il faut que la ville devienne plus accueillante en général. Une question qui me remonte sur Internet, c'est sur la gentrification. Comment vous vivez la gentrification à Bordeaux et est-ce que Darwin peut y remédier? Alors là, moi, si je dois répondre à ça, je suis très souvent taxé d'être le gentrificateur de Bordeaux. Donc souvent, on nous dit qu'on est un
un lieu de bobo, un lieu à bobo. Alors moi, j'assume le fait que je suis un bobo, et donc quelque part, je participe à cette gentrification. En revanche, ce qu'on essaye de faire à Darwin, c'est tout sauf un repère à bobo. Je pense qu'on voit qu'il y a des sociologies très différentes. Je ne pense pas qu'on puisse cataloguer, par exemple, Alex de bobo dans sa vie du quotidien, et pourtant on se voit très souvent à Darwin avec Alex. Toi, t'es à part. Toi, t'es à part, on ne sait pas où t'es. Entre bobos, ouais. Non, je rigole. Donc, la gentrification, elle a surtout lieu par la spéculation. Donc, aujourd'hui, les quartiers où on rase tout et où on fait des grosses promotions immobilières globales, il est évident qu'on va avoir peut-être pas des effets de gentrification à chaque fois, mais on va avoir des effets d'éradication de la diversité. Après, tous les centres urbains aujourd'hui en Europe sont confrontés, parce qu'il y a ce retour vers le cœur et vers l'ancien, à ce phénomène. Et je pense qu'on ne peut lutter là-dessus qu'en mettant... là, on a besoin de l'État, là, on a besoin du soutien des collectivités pour prémunir des oasis d'accès, de diversité à des biens qui doivent être protégés de la spéculation, et surtout sur l'ancien. Désolé pour les balances, parce qu'on est en retard, donc du coup on est dans le slot, dans la séquence où les balances étaient prévues, où il n'y avait pas de conférence. Donc voilà. Est-ce qu'il y a une autre question, et on terminera peut-être par cette question? Eh ben, voilà, ça veut dire que le tour est fait, que Cyril va conclure. Tu veux rajouter quelque chose? Non, bon, c'était un peu toujours sur la question sur l'espace public. Enfin, je voudrais pas être trop conceptuel, mais moi j'aime beaucoup cette notion dont c'est un peu la tarte à la crème actuellement sur les communs. Et moi, ce qui m'intéresse plus que l'espace public, qui est un espace, je trouve quelque chose un peu de la vieille pensée à la française, qui est l'espace public, mais on ne doit pas y toucher parce que c'est l'espace public, on ne doit rien faire. Et cette notion de commun, qu'on s'approprie l'espace public, et je veux dire, de plein de manières, alors parfois un patron de café, et puis, excuse-moi de me tourner vers toi, mais celui qui est installé dans la rue, eh ben, je veux dire, au bout du compte, il est quand même plus vivant et mieux pour tout le monde. Voilà. Alex, tu veux dire un dernier mot? Tu as 30 secondes. Ouais, promis. C'est juste que j'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure. Et ce que je disais à Pascal, c'est ça. C'est que ce qui est terrible pour l'errant, c'est pas qu'on le détruit parce qu'on a envie de le détruire. C'est que c'est comme les forêts ou les perroquets ou les rhinocéros. C'est par mépris qu'on les détruit, et que c'est la chose la plus insupportable. Et que vraiment, guérir en tant que société, c'est arrêter le mépris, quoi. C'est vraiment sortir de ça, qu'on ne peut pas mépriser la biodiversité qui disparaît, ou comme le disait Pascal, qu'il soit 150, 50 000 les gens qui crèvent à la rue, quoi. On ne peut plus, quoi. Il faut vraiment passer à autre chose, quoi. Le passé, c'est le passé, tant pis, mais qu'on ait un autre projet de société. Eh ben, on va arrêter là-dessus, arrêter le mépris. Merci.